Gordon qui va. Monsieur Clerc, je salue. Voilà. Comme toujours, si ça donne d'autres façons, ce sont les plus jeunes qui seront amenés à faire le dépouillement. Et un témoin de ce que-ci, la tradition, je crois que la tradition, pour l'instant, c'est M. Juillet, qui faudra peut-être, si vous le voulez bien, c'est partie des avantages de la jeunesse. Voilà, je crois qu'on a également installé une petite table ici. Merci, M. Huissier, pour cet aménagement pratique qui permettra de faire le dépouillement le cas échéant. Voilà, des questions orales? Allez-y. Il y a une première question concernant donc, cet arrêté de police de M. le bourgmestre et concernant les capsules de protoxyde d'azote. Et ma deuxième question concernant donc les subsides des associations de commerçants. Ça, ce sera à l'ordre du jour. C'est les subsides de quelques associations de fête. C'est à l'ordre du jour. Donc, nous garderons une seule question orale, si vous me le permettez. La première que vous avez énoncée, ce qui permettra aussi d'apprendre des termes techniques que les diplômés en sciences connaissent pas. Allez-y, monsieur. Donc, concernant l'ordre du jour, en concertation avec la liste des membres de la liste du bourgmestre, nous avons proposé de retirer notre motion sur le climat et la liste du bourgmestre le fera également et un groupe de travail sera mis sur pied. Vous l'avez peut-être déjà dit. Non, je ne l'ai pas. Voilà, on vous communique l'information et on reviendra le mois prochain avec une motion commune. Merci pour cette concertation élégante. Merci à vous. Nous passons, je ne vois rien d'autre, nous passons à la lecture du PV. Vous aurez remarqué que ce soir, M. Ney n'est pas avec d'autres. Il est en vacances bien méritées. Marie-Rose Lavers est dans son back-up, comme on dit en français. Et c'est à elle que nous devons tous les préparatifs de ce conseil. Merci d'être là des nôtres. Allez-y. Voilà. Donc, concernant le conseil du 9 octobre 2019, le conseil a approuvé le procès-verbal séance du 11 septembre 2019. Le conseil a pris acte et accepté la démission de M. Jean-Michel Vandermont de ses fonctions de conseiller communal. Le conseil a installé Mme Élodie Cormier en qualité de conseillère communale. De Raad heeft kennis genomen de reformatie van de documenten met betrekking tot de regeling van het dienstjaar 2018 van het Sociaal Vastgoedkantoor van Sint-Joost VZW. Le Conseil a adopté le règlement de procédure relatif à la vente de gré à gré de biens immobiliers communaux. De Raad heeft beslist om haar voorkoopsrecht op het gebouw gelegen Rivierstraat 36 uit te oefenen en het principebesluit goedgekeurd om het gebouw aan te kopen. Le Conseil a approuvé la convention avec l'État fédéral sur la médiation dans le cadre des sanctions administratives communales. De Raad heeft de aankoop van een IT-oplossing en huur van informatica materiaal voor het beheer van gemeentelijke administratieve sancties, parkeerboetes en bewonerskaarten goedgekeurd. Le Conseil a émis un avis favorable sur le PRM Good Move sous certaines conditions. De Raad heeft beslist om een gunstig advies uit te brengen over het ontwerp van richtplan van aanlegwet onder voorbehoud. Le Conseil a approuvé la convention de subsides liés aux petits travaux d'infrastructure pour la sécurisation des rues scolaires. De Raad heeft de gemeentelijke rekeningen voor 2018 goedgekeurd. Le Conseil a autorisé la participation de la commune à l'opération Place aux Jeunes.
De Raad heeft de beslissing goedgekeurd voor het workscontract voor de vervanging van de intercom en de straatdeur van de gebouwen Brand 51 en 65, Leuvense Steenweg 213, Post 5, 14 en 23, Sint-Franciscus 4, 6, 17, 17a, 29 en 36, Groenstraat 26 en 32, Bergopstraat 44, Kruidtuinstraat 1, 3 en 21, Liefdadigheidsstraat 16, Allee Wolters en Bouwersmanstraat 11. Le Conseil a pris acte du rapport annuel 2019 relatif aux activités associatives réalisées en 2018 dans le cadre de la cohésion sociale. De Raad heeft kennis genomen van de beslissing van het college genomen in toepassing van artikel 234, lid 3, 236 van de nieuwe gemeentewet. Le Conseil a pris connaissance et admis les dépenses des décisions relatives à l'article 249 de la nouvelle loi communale. De Raad heeft benoemd binnen de Raad van Bestuur van de autonome gemeentelijke regie de vervanging van de heer Safa Aikol en mevrouw Dora Ilunga Kabulu, de heer Sergio Javier en de heer José Davide. Le Conseil a confirmé la désignation de M. Émir Kir, bourgmestre, en qualité de représentant à l'Assemblée générale de l'Éric et considéré la désignation de M. Abdeslam Smaï, conseiller communal, en tant que représentant au collège et commissaire comme sans objet, conformément au nouveau statut de l'Éric. De Raad heeft het reglement van eenmalige orde goedgekeurd met betrekking tot de werking van het gemeentelijke zwembad gelegen Sint-Franciscus 2327. Le Conseil a adopté le règlement redevance relatif à la tarification de la piscine communale 6 23-27 rue Saint-François. En séance à huis clos, le Conseil a traité divers dossiers du personnel communal, toutes catégories confondues, et rendu un avis positif concernant le maintien des caméras fixes de surveillance permanent installées en façade d'un bâtiment situé sur le territoire communal. Merci Madame Lavos pour ce PV total. Voilà, nous sommes au point 3, point important, puisqu'il concerne, comme dit un ami, la DRU, la Direction des Ressources Humaines. DRU. Monsieur le bourgmestre, à vous la parole. C'est une suite logique de différentes discussions que nous avons déjà eues ici. Voilà, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, les conseillères. C'est effectivement une décision importante. Il concerne tous les travailleurs. La mesure va s'appliquer pour tous les travailleurs, pas en même temps, puisque la mesure de la réduction du temps de travail concerne les travailleurs qui ont plus de 55 ans, sur base volontaire, et avec un remplacement, donc une embauche compensatoire de jeunes demandeurs d'emploi. Au fond, on est parti d'un constat avec les organisations sociales. On sait qu'à l'avenir, la digitalisation de l'emploi va supprimer énormément d'emplois. On le voit déjà à la poste, on le voit à la banque, on le voit dans les assurances. On sait que la robotisation qui a commencé il y a déjà quelques décennies produit aussi énormément de destruction d'emplois. Donc le nombre d'heures de travail risque de diminuer. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est progressivement répartir autrement les heures. C'est une première étape en fonction évidemment des lignes budgétaires que nous avons. C'est 900 000 € pour 2020 que nous avons investi pour la semaine des 4 jours. Il y a eu un débat avec les organisations sociales. Faut-il faire la réduction du temps de travail sur base annuelle, on appelle ça le principe d'annualité, ou le faire par semaine? Les syndicats ont souhaité faire ça par semaine, donc un jour de congé par semaine. C'est pour ça que nous appelons ce règlement le règlement de la semaine des 4 jours de travail. Ça veut dire qu'il y a un jour nécessairement pour ceux qui partent en 4/5e temps de congé. Il y avait aussi des questions liées aux pensions qui ont été évidemment évoquées. C'est pour ça qu'on a pris énormément de temps à travailler ce dossier. Pour rappeler que nous avions eu des échanges ici, j'avais rencontré le ministre fédéral des pensions, c'était l'été passé.
Et finalement, nous avons décidé de procéder comme la commune d'Anderlecht, c'est-à-dire sur une dispense de travail. Donc, la réduction du temps de travail, la semaine des 4 jours, n'a pas un impact négatif sur les pensions. Les pensions seront payées intégralement sur base d'un salaire à temps plein. Donc, il n'y a pas ici quelconque perte de ressources quand on part à la pension. Ce projet est un projet qui est fort bien accueilli par les syndicats et par les travailleurs. Ça permet évidemment de créer cette solidarité entre générations, entre ceux qui travaillent, ceux qui sont à la recherche d'un travail. Et ça permet aussi de bien terminer déjà les fins de carrière, de mieux concilier, pour ceux qui le souhaitent, la vie privée et la vie professionnelle. Je rappelle qu'il n'y a pas d'obligation pour les travailleurs de partir en 4/5e temps. C'est un choix que chacun peut poser. La décision est prise par le collège, après évidemment, le rapport qui est remis par l'administration. Il y a un travail qui est fait par l'intéressé qui le souhaite avec son chef de service. L'idée est tout le temps d'assurer le service à la population. La réduction du temps de travail ne doit pas diminuer le service à la population, sinon c'est un échec. C'est pour ça que nous nous sommes assignés l'obligation de compenser en personnel. En chiffres, un chiffre budgétaire, je l'ai donné, de 100 000 €. Ça revers en fait 130 personnes. 130 personnes sont sur le coup de cette mesure à partir du 1er janvier. Et donc, ça veut dire 20% de ces 130 personnes qui peuvent faire l'objet d'un remplacement au cours de l'année qui vient. Moi, je voudrais, pour terminer, remercier les syndicats, les représentants des travailleurs. Il y avait eu en boutade certains qui disaient, mais c'est la semaine des 4 G10, ça ne se fera jamais. Non, c'est la semaine des 4 jours, ça va se faire à partir du 1er janvier. Et on est vraiment fiers. La commune de Saint-Josse est citée comme commune modèle par les syndicats. C'est nous, au niveau des pouvoirs publics, qui allons le plus loin en Belgique au niveau du 4/5e temps. Dans d'autres communes comme Anderlecht, c'est pour les plus de 60 ans pour la catégorie des ouvriers. Du côté de la région, l'étude a été lancée pour l'agence Bruxelles proposée par les anciens ministres Bezoin et Fadila Lanan. Il n'y a toujours pas eu de décision qui ont été prises. Et enfin, du côté wallon, pour terminer sur les pouvoirs publics, ils l'ont fait pour la catégorie des travailleurs ouvriers après 60 ans. Vous le voyez, non seulement nous ne faisons pas de distinction entre ouvriers et employés, parce que cette question de la pénibilité au travail est une question extrêmement complexe, mais en plus de ça, nous sommes allés plus loin que les 60 ans, nous sommes allés après 55 ans. Je crois qu'il faut pouvoir aussi être fier de ce que l'entité locale est capable de faire. Et nous espérons évidemment, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, que le modèle de Saint-Josse pourra être suivi par d'autres entités publiques dans notre pays. Merci des interventions sur ce point. Dans l'ordre, M. Clerc. Alors, M. Clerc, allez-y, le micro se promène. Si on veut bien vous l'amener, il est là, il a. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai une bonne nouvelle pour Saint-Josse. Cette année, la Saint-Nicolas tombe 3 semaines plus tôt. Saint-Nicolas sera là 3 semaines plus tôt à Saint-Josse. Alors, vous allez me dire, ben, c'est un peu normal qu'il donne la primeur à Saint-Josse, puisque Saint-Nicolas, il vient de Turquie, de près d'Antalya. Mais, me semble-t-il, Monsieur le bourgmestre, vous n'avez pas encore une longue barbe blanche, ce sera peut-être pour un jour, ni une litre. Et donc, vous jouez les Saint-Nicolas sans en avoir l'accoutrement. Nous le savons, nous avons un peu vieilli, et nous savons que quand Saint-Nicolas donne un cadeau, bah, derrière le cadeau, il y a toujours quelqu'un qui paie. Les parents, en général pour leurs enfants, et dans ce cas-ci, qui va payer ce budget de 900 000 €? Bah, comme d'habitude, le cochon payeur, le contribuable. Parce qu'en effet, pour financer cette mesure, il y a 2 possibilités. Soit vous augmentez les impôts, ce qui heureusement n'est pas le cas cette année, puisque nous verrons par la suite dans les différents points du Conseil, il n'y a pas d'augmentation des impôts, alléluia, c'est une bonne chose, mais ça veut dire alors qu'on prie d'autres politiques importantes de potentiellement 900 000 €. Par exemple, en matière de propreté, en matière d'enseignement, en matière de travaux publics.
Parce que ces 900 000 euros, c'est un beau cadeau. Le système des 4/5e temps, du 4/5e temps existe déjà, il est déjà avantageux, et là, vous le rendez encore plus avantageux. C'est en quelque sorte une augmentation de 20% du salaire. On travaille 20% de moins et on gagne le même salaire. Alors, nous le savons, Saint-Josse est déjà une des championnes en région de capitale du taux de fonctionnaires par tête d'habitant. Je crois qu'il n'y a que la ville de Bruxelles qui nous bat. Et nous le savons aussi, dans notre budget, nous avons déjà dépassé, me semble-t-il, la part un peu risquée de 50% de frais de personnel dans le budget. On est autour de 50%, M. Bonqueté, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est vraiment autour de 50% de frais de personnel dans le budget. Donc, je ne pense pas que ce soit très sérieux, cette mesure. Bien entendu, les canaux de Saint-Nicolas, on les a bien, donc les syndicats sont évidemment contents, les agents qui vont en profiter aussi, moi aussi j'aimerais bien avoir ce cadeau-là, mais ça n'est pas vraiment une politique sérieuse à long terme. Et quitte M. Bourmès, à engager de nouveaux fonctionnaires, pourquoi pas, pour essayer de battre Bruxelles-Ville et être la première commune de la région au nombre de fonctionnaires par tête d'habitant, mais engageons alors des encadrants pour les écoles, engageons des agents pour constater, sanctionner les incivilités, les infractions, engageons des ouvriers pour préparer nos trottoirs qui en ont parfois bien besoin. Je me suis encore pris un jet d'eau dans une dalle d'une des rues de notre commune. Donc, il y a moyen de faire avec ces 900 000 euros mieux, je pense, qu'un cadeau de Saint-Nicolas un peu démagogique, me semble. Merci, monsieur le Président. Merci pour votre intervention. Madame Jobot, la parole est faite. Merci. Eh bien, nous sommes aussi fiers de voir la commune de Saint-Josse avancer dans la voie de la réduction du temps de travail. Vous savez que c'est une proposition historique du Parti écolo, comme ce l'était d'ailleurs du mouvement ouvrier de manière globale, que de continuer la réduction du temps de travail. Je me rappelle que sous l'arc-en-ciel, par exemple, le ministre Thierry Detaine avait fait rentrer en vigueur pour les services sociaux wallons un modèle qui aussi, je dirais, visait en particulier les plus âgés. Et là, ça s'appelait le plan Tandem. Ça permettait aux gens de plus de 55 ans de passer à mi-temps sans perte de salaire en jouant avec les crédits en mi-temps qui existaient déjà à l'époque. Et dès que deux plus âgés partaient à mi-temps, en préservant leurs droits, on pouvait engager un jeune à temps plein. Donc, je pense que la philosophie était la même, ça permettait de créer aussi pas mal d'emplois pour les jeunes. Maintenant, ce système de crédit-temps, malheureusement, a été démantelé à l'époque du gouvernement Di Rupo, donc on ne peut plus utiliser cet outil-là. Mais donc, nous sommes contents que Saint-Josse ait trouvé une formule qui permet d'avoir cette réduction de temps de travail ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin, puisque ce sont les travailleurs âgés, particulièrement ceux qui exercent des fonctions pénibles, et qui, la formule trouvée, en effet, protège leurs droits sociaux et de pension. Donc, on estime que c'est une bonne formule. On regrette un peu qu'on a eu une série de débats aussi bien au fédéral qu'à la région, et on espérait et c'est ça qu'on avait voté, donc la motion aussi qui lançait la commune sur cette voie. On espérait à cette époque-là qu'il y ait un coup de pouce fédéral ou régional. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous le regrettons. Donc, nous avons bien entendu que le budget estimé pour la mesure est de 200 000 euros. J'aurais bien voulu savoir exactement combien d'emplois compensatoires sont couverts avec cette enveloppe de 900 000 euros. Je pense en effet que peut-être que pour certains services, il y aurait une souplesse et qu'on va réfléchir si ces emplois compensatoires sont les mieux investis dans les services qui sont quittés par les personnes plus âgées ou que dans des réajustements pourront se faire. Là, on verra bien. On insiste, comme chaque fois qu'on parle d'engagement, pour dire que ce serait bien qu'une fois Saint-Josse fasse des procédures transparentes, donc afficher les annonces sur le site, permettre à chacun d'assister aux épreuves de sélection. Donc là, comme ça se fait dans d'autres communes, comme par exemple à Saint-Gilles, etc. Mais donc, pour nous, cette mesure de réduction de notre travail est un premier pas dans la bonne direction. J'espère qu'on a aussi discuté, je dirais,
des ouvriers et des personnes qui sont au niveau E, que ça ne nous empêchera pas de continuer sur cette voie-là qui a été lancée et qui est réfléchie dans une série de communes, parce que je pense que c'est une étape intéressante et que d'autres étapes peuvent encore être franchies. Je vous remercie. Juste un élément, dans la motion qui avait été votée à l'époque, on avait dit que ça concernerait aussi le CPAS. Et ici, dans votre communiqué et dans ce qui nous est proposé, on ne parle plus du CPAS. Donc, est-ce que tu peux éclaircir aussi ce point? Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais d'abord, sur les grands principes, et puis je répondrai sur les données plus techniques. Je n'espérais pas convaincre le libéral, M. Flex, sur des mesures qui sont en faveur du progrès social. Nous avons tout le temps été porteurs, nous, la gauche, des congés payés, de la semaine des 5 jours. Vous avez tout le temps, je ne dis pas vous, mais vos aïeuls ont défendu l'idée que si on allait trop loin dans la semaine des 5 jours des congés payés, on allait tout droit vers la faillite de l'économie, que la société allait être complètement mise à plat. Or, on a vu à chaque fois une amélioration du cadre de travail, des performances de nos travailleurs. De la même manière, il y a des réflexes passéistes, régressistes, qui ne souhaitent pas voir l'avenir. Vous savez, une société n'est le reflet que d'une organisation d'êtres humains. En Allemagne, on va à mi-temps à l'école, et le reste de la journée, on fait du sport et de la culture et des loisirs. Si nous, on s'organise dans une société, on est capable de prendre des décisions. C'est ce qu'on a fait ici à Saint-Josse. Madame Jonot, je voudrais vous dire, j'espère que les autres communes, en dehors de dire que c'est bien, le feront aussi. Parce que nous l'avons fait. Non, je le dis, pourquoi je le dis? Parce que les résolutions, c'est important. Mais à un moment donné, c'est aussi important de poser les actes. Et je trouverais bien que dans d'autres communes, peut-être qu'on ne peut pas aller aussi loin que nous, peut-être qu'ils peuvent aller plus loin. Mais cette mesure n'a d'intérêt que si c'est le déclenchateur d'un mouvement social. C'est-à-dire celui de dire qu'aujourd'hui, il faut être solidaire entre travailleurs et travailleurs qui sont sans emploi. Moi, je crois qu'on a fait ce qu'on pouvait. Alors, sur les 200 000 euros, on ne va pas les dépenser en 2020, dans sa globalité, mais nous avons dépassé ce budget. C'est environ 22 à 24 travailleurs. Nous avons fait une étude au niveau de l'administration, c'est ça que ça relève. Quant à la question du record du nombre d'employés à Saint-Josse comparé à d'autres communes, après la ville de Bruxelles, nous sommes dans le ranking numéro 2. Nous sommes fiers, nous créons de l'emploi public, nous avons doublé le nombre de places en crèche, nous avons engagé beaucoup de puéricultrices, nous avons créé une maison des enfants, nous avons renforcé les services de propreté, nous avons créé le service de mobilier urbain, nous avons créé un service de guichetterie. Nous avons mis fin à l'externalisation de toute la politique de rénovation urbaine avec la régie autonome communale. Nous mettons fin à toutes les ASBL. Dès que l'on peut, on préfère que vous, les conseillers communaux, qui êtes présents ici, vous ayez accès à tous les documents, que ça puisse se faire dans la plus grande transparence. Donner des moyens, externaliser l'argent de la commune, créer des ASBL, qui ne permet pas de voir le nombre d'employés que en réalité, c'est le cas de beaucoup d'autres communes que je vous invite à analyser. Si vous regardez facialement, nous avons peut-être plus de travailleurs, mais les autres, ils sont dans des schémas où ils ont créé des ASBL et ils ont parfois des centaines de travailleurs dans les ASBL. Et je vais aller plus loin. Et ça mériterait certainement des questions au Parlement régional. Nous payons suivant les règles communales. Le barème pour un ingénieur est celui de la commune. Et dans les ASBL qui sont 20, 40, 50% mieux payés, je trouve que là aussi, il y a un travail à faire pour mettre tout le monde dans un schéma le plus concurrentiel et le plus transparent possible. Nous essayons, dans la mesure du possible, sans avoir entendu Publifin et ce qui s'est passé à Bruxelles avec le SAMU. Nous avions enclenché ce mouvement en 2013, nous le poursuivons. Toutes les structures que nous pouvons créer, nous essayons de les créer dans les services, chez nous. Et nous ne sommes pas dans l'idée qu'on va essayer de récupérer la TVA. Vous savez, je préfère de loin mutualiser les moyens que nous avons au niveau de la commune. On a un service d'assurance, on a un service comptabilité, on a un service juridique. Toutes les économies que vous croyez faire en récupérant la TVA dans des organismes extérieurs, vous le perdez parce que vous devez à chaque fois payer des bureaux d'avocats, des bureaux comptables, une assurance. Ici, nous avons un service, je vous dis, un service de la comptabilité
pour tous les services de la commune. C'est comme ça qu'on mutualise les moyens. Je pense que c'est intéressant. Alors, sur les engagements, on a eu 50% d'enfants en plus dans les garderies depuis que nous les avons instaurés avec notre chemin d'enseignement, et nous avons engagé du personnel. Et ce personnel est constamment formé, et c'est du personnel demandeur d'emploi, et nous sommes très fiers. Certains viennent de l'AID, d'autres du chômage. On essaie aussi de le tirer vers le haut. Et puis les agents de stationnement, vous n'êtes pas sans le savoir que nous venons d'internaliser 2 grands services. C'était 2 opérateurs privés qui géraient d'un côté le parking de Saint-Josse situé à la rue Quelqu'un et de l'autre le stationnement en plein air. Ils sont devenus des services communaux à partir du 1er janvier. Et évidemment, nous aurons encore un meilleur ranking au niveau du nombre de travailleurs communaux. Donc, au lieu de faire des concessions de l'extérieur, on a parfois des difficultés à suivre, à vérifier, à analyser. Nous préférons travailler dans le schéma communal. Et je pense que pour les conseillers communaux que vous êtes, vous avez plus de facilité à pouvoir suivre ces dossiers. Sur la question, je dirais, du CPAS, il est évident que nous ne pouvons pas faire ce pas sans le CPAS. Mais nous ne pouvons pas décider ici pour le CPS. Mais nous avons eu une réunion de concertation avec le CPS. Le CPS a lui-même dégagé ses lignes budgétaires pour atteindre cet objectif. Et donc, ça va se faire simultanément du côté du CPS aussi. Et je pense que voilà, le CPS ne sera pas en retrait par rapport à la commune, mais ça va aussi arriver du côté du service social. Monsieur le Président. Je vous remercie. D'autres interventions avant de voter le cas échéant. Monsieur Claire-Salis. Oui, je voudrais juste réagir sur Monsieur le bourgmestre. Écoutez, Monsieur le bourgmestre, on peut être fier des emplois publics. Moi-même, je travaille dans le secteur public, et c'est important, et des gens qui travaillent dans la crèche, c'est important, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Et c'est évidemment un exemple beaucoup plus excessif, mais ce week-end, nous avons fêté la chute d'un sinistre. Dans ces pays-là, il y avait 100% d'emplois publics, et ça a été la catastrophe. Donc, il y a un équilibre à avoir, parce que l'emploi public, et j'en suis très conscient, mon salaire, votre salaire, nos salaires, la plupart d'entre nous, sont payés par des indépendants, des sociétés. Et il y a des indépendants dans la salle. Et c'est ces gens-là qui travaillent beaucoup, qui sont très taxés et qui payent nos salaires. Donc, à un moment, il faut un peu de respect pour ces gens qui nous permettent d'offrir des services sociaux importants. Donc, il y a une limite. Je ne serais pas aussi fier que vous d'être le number one en emploi public. Encore faut-il que ces emplois soient efficaces tous. Il y a peut-être moyen de rationaliser un peu certains services et effectivement engager dans les secteurs où il en faut, hein, dans les crèches, ça c'est évident, ou dans les écoles, comme je l'ai dit. Donc, je ne suis pas contre les emplois publics, mais je suis contre un excès d'emplois publics. Et ici, dans ce cas-ci, ce que vous faites passer comme mesure ne semble justement pas empreint de justice sociale, car on favorise, sans raison, me semble-t-il, quelques personnes, sans même faire de distinction, comme disait Mme Genot, sur des personnes qui ont un emploi pénible. Là, on peut comprendre ici, n'importe quel fonctionnaire de 55 ans, excusez-moi, à 55 ans, la plupart d'entre nous, on en est proche, on n'est pas si vieux que ça, à 55 ans, surtout si on fait un emploi comme les nôtres, qui sont des emplois derrière un bureau et un ordinateur. Donc, voilà, je pense que vous n'avez pas une caricature, effectivement, de ce qu'est le libéralisme. Nous ne sommes pas pour les emplois publics, nous sommes pour une balance, un équilibre entre les emplois publics et les emplois privés et l'internalisation, je le répéterai, l'internalisation du contrôle du parking qui a été fait, je pense, correctement par le privé, l'internalisation par la commune, c'est une erreur. Merci. Merci, monsieur Claire. Sur toute dernière intervention sur ce point. J'ai oublié dans mon introduction de dire, le grand économiste Laroutourou, que j'ai écouté il y a 2 ans, nous avait expliqué qu'en France, 2 grandes entreprises sont passées au 4/5e temps avec le maintien du salaire. Toutes des entreprises privées. Et ça marche très bien. C'est eux Ça marche très bien. Attendez. l'argent d'autres gens, Mais- c'est différent. Excusez-moi, avec tout le respect, mais nous sommes une entreprise. Une entreprise publique. La commune est une entreprise publique aussi. Nous créons de l'emploi, nous créons de l'activité, excusez-moi, à valeur ajoutée. Non, mais
vous pensez que le privé peut faire tout mieux. Moi, je prétends, non, mais dans la caricature que vous avez fait tout à l'heure, vous avez dit qu'on faisait de la caricature, qu'on était une caricature. Vous avez dit ça. Moi, je vous prétends que quand un service public est bien organisé, bien géré, il est capable de relever beaucoup de défis. Et d'ailleurs, je nous mets au défi. On l'a fait pour la propreté, on l'a gagné. On le fait pour le mobilier, on l'a gagné. On va le faire demain pour le stationnement, on va gagner. On est capable parce qu'on y croit. On croit en nos travailleurs, au service public. On n'est pas comme certains qui ont toujours un préjugé sur le service public ou en faveur du service privé. Et concernant les entreprises dans la commune, nous avons fait l'immunisation des premiers mètres carrés dans les bureaux. Nous avons supprimé 3 taxes pour les indépendants et les commerçants. Donc, nous avons une approche aussi équilibrée vis-à-vis de tous les acteurs qui sont présents sur le territoire. Monsieur Clerc, puis-je considérer, souhaitez-vous vous abstenir sur ce point? Je vous remercie. Puis-je considérer que votre dernier développement sert de motivation à votre abstention? Non, je vais juste. Vous voulez reformuler? Alors, allez-y. Et donc, effectivement, comme justification, je dirais, nous sommes aussi pour une redistribution du temps de travail. Nous sommes conscients des enjeux, des challenges qui vont se présenter à nous, mais ici, il nous semble que la mesure prise ne répond pas à ce challenge-là et qu'elle est excessivement favorable pour certaines personnes sans raison valable et quitte à augmenter encore, à dépasser encore le record d'emploi par habitant, ben, engager alors des gens, engager des puéricultrices, engager encore des gens pour la propreté et ne faites pas ce cadeau qui ne se justifie pas pour un certain nombre de gens pendant 10 ans, des gens qui vont gagner le même salaire en travaillant 20% moins. C'est excessif, c'est comme ça. Voilà. Merci, M. Clerc, pour cette audience. Je considère que ceci vient motiver votre abstention. Oui. 4, le 5 et le 6 concernent les aspects financiers de la commune, la taxe communale additionnelle à l'UPP, centimes additionnels pour le précompte immobilier et les additionnels à la taxe régionale sur les établissements. Alors, sur chacun des points, si vous le voulez. Monsieur le Président, je pense que tout le monde a vu le dossier. Je pense que là, M. Clerc, ça a dû être apaisé. Comme ça, sa soirée, il n'a pas tout le temps de montée d'adrénaline. Nous ne touchons pas à la taxe. Maintenant, nous avions pris l'engagement l'année passée lors de la déclaration de politique générale. Il n'y aura pas de taxe supplémentaire. Et donc, pour le précompte, l'impôt des personnes physiques est à 6,5%. Le précompte immobilier à 2 980 au niveau du centime additionnel. Et les centimes additionnels pour les hôtels, on est à 4 384. Il n'y a pas de changement. Voilà. Monsieur le Président, quand on n'est pas d'accord, il faut le dire, mais quand on est content, il faut le dire aussi. Et là, je vous félicite, Monsieur le bourgmestre, de maintenir toutes ces taxes à l'état identique. Et j'espère que vous allez continuer comme ça pendant toute la législature et vous serez félicité à chaque. Merci. Vous êtes dans votre rôle, M. Clerc, si vous ne demandez pas l'abstention là-dessus. Merci. On est d'accord. On passe au 7, si vous voulez bien. Adhésion à la centrale d'achat e-City, et c'est la signature de la convention d'adhésion. Sur ce point, si vous voulez bien, je crois que c'est à nouveau de bon. Eh bien, c'est les choses d'informatique. Voilà, il vous est proposé d'adhérer à la centrale d'achat de e-City, donc de la ville de Bruxelles. Donc cette centrale d'achat, l'adhésion à cette centrale d'achat va nous permettre un gain de temps. Ça va nous permettre aussi de réaliser des économies d'échelle puisque les contrats sont directement négociés par la ville de Bruxelles. Et puis ça va nous permettre, et ça c'est aussi très important, un retour d'expérience direct. Donc on va avoir tout de suite un retour quant à l'utilisation des services qui sont proposés, ce qui n'est pas toujours le cas quand on se lance dans des procédures de marché public. Ici, on va pouvoir bénéficier du retour d'expérience des fonctionnaires de la ville de Bruxelles. Monsieur Moussi, ensuite M. Clerc, ce qui est en forme. Allez-y, M. Donc, concernant le retour d'expérience, c'est bien l'ancienne ASBL Gial, c'est ça, hein?
je trouve que son nom en termes d'expérience, c'est pas l'expertise dans le domaine de l'informatique, mais plutôt dans le domaine de certains montages assez inquiétants. Mais voilà, mais j'ai vérifié dans la convention, c'est pas ça qui est repris. Par contre, je souhaiterais savoir, il y a le CIRD. Est-ce que dans le cadre de cette convention, ce sont des services qui ne peuvent pas être rendus par le CIRD? Et donc, si vous pouvez nous dire quelles sont les différences et pourquoi avoir fait ce choix-là. On va faire un tir groupé. M. Clerc, M. Clichelin pour répondre. Oui, c'était juste pour encore illustrer le point 3. Ben voilà, ici, c'est un exemple de bonne gouvernance, me semble-t-il. On essaye de rationaliser, de faire des économies d'échelle avec d'autres communes. Voilà, ça, c'est une bonne manière de gérer le secteur public. Que semble-t-il? Bien, je sens qu'il va y avoir une demande. Je sens qu'il va y avoir une demande de vote. Voilà, en fait, le principe des centrales d'achat, vous y adhérez et ensuite vous êtes libre ou pas d'acquérir les produits ou les services qui sont proposés. C'est le cas pour le CIRB, donc on est adhérent au CIRB, on est libre ou pas d'acquérir les produits ou les services qui sont proposés par le CIRB. Idem ici pour la centrale d'achat de la ville de Bruxelles, on est libre ou pas de prendre les services qui sont proposés. Une dernière intervention dessus. Ça dépend s'il y a une réplique, je pourrais de nouveau répliquer. Là, Mais ma question, c'était, est-ce que c'est parce que vous avez constaté que l'offre du CIRB ne répondait pas pleinement à ce que la commune attendait, que vous voyez que là, il y a par exemple des appels qui ont été faits qui répondaient à nos besoins? C'était ça, parce que sinon, je trouve que on connaît la ville. La ville a tendance à essayer de créer ses propres outils au détriment parfois de la région. Et je pense que inciter la ville à s'associer aux 19 communes, c'est peut-être intéressant. Et donc, créer des pôles avec la ville de Bruxelles et peut-être demain, parce qu'on voit avec Boisfort et Etterbeek, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Je dis, essayons de centraliser, il y a de l'expertise à la région, utilisons cette expertise. Et en fait, les services qui sont proposés sont, en fait, le CIRB est plutôt orienté vers des solutions, systèmes, infrastructures, alors que la ville de Bruxelles, ce que la ville propose, elle propose évidemment aussi des solutions, systèmes, infrastructures, mais elle propose aussi des solutions métiers que ne fait pas aujourd'hui le CIRB. Donc le CIRB ne vient pas vous proposer des services pour gérer tel ou tel type de métier que la commune exerce. Je pense à la population, je pense aux voiries, je pense à la gestion des fils. Enfin voilà, il y a toute une série d'outils qui sont proposés par la ville et qui ne sont pas proposés par le CIRB. Le CIRB propose essentiellement des systèmes, des serveurs, le back-office des serveurs, la gestion des serveurs, des PC, du matériel, c'est essentiellement ça. Voilà la complémentarité de l'offre de la ville de Bruxelles. Je vous remercie. Je considère que ce point est OK. Merci, nous sommes au 8, pardon, le 7, non, c'est bien le 8. C'est l'acquisition du 36 Rivière. Vous vous rappelez de l'épisode précédent, puisque nous avons, la commune en tout cas, signé le compromis sur l'acquisition des filles. Vous avez tout dit, Monsieur le Président. On était déjà passé avec ce dossier le mois dernier. Nous avions un compromis pour l'achat du bien. Aujourd'hui, c'est pour l'acquisition définitive. On est dans le quartier nord, il s'agit du 36 rue de la Rivière. Merci beaucoup. Sur ce point, Monsieur Clerc, allez-y. Oui, Monsieur le Président, j'étais malheureusement absent le mois passé. Et donc, cet immeuble, je le connais bien. D'abord, c'est une bonne chose. Je pense que la commune achète des immeubles en état pour les rénover, mais j'ai juste une petite inquiétude. Donc, dans cet immeuble, il y a un café au rez-de-chaussée, café qui ne pose pas, comme d'autres dans le quartier, de problème, semble-t-il. En tout cas, à ma connaissance, j'y suis allé quelques fois. C'est un beau brassage de fonctionnaires, employés de passage pour aller à la gare, d'habitants du quartier, toute origine confondue. Donc, en tout cas, les quelques fois où j'y suis allé, j'ai trouvé ça plutôt un endroit convivial et qui faisait un peu vivre le quartier. Je ne suis pas connaissant
peut-être de tout ce qui s'y passe. Peut-être que vous nous direz que quand j'y suis passé, c'est plutôt l'après-midi ou sur le temps midi, mais voilà, ça me semble un endroit plutôt intéressant pour la vie du quartier. Est-ce que vous allez le garder ou pas? Quels sont les... Merci. Madame Mohamed souhaitait revenir sur ce point également. Bonsoir, madame. Monsieur le Président, donc effectivement, lors du dernier conseil communal à Coupé-Colleux, c'était aussi prononcé en faveur de l'acquisition de ce bien de 36 rue de la Rivière. Cependant, j'ai deux petites questions par rapport au dossier. La première, c'est nous avons donc déjà voté l'acquisition la dernière fois, et je reprends la décision qui avait été prise la dernière fois. Et déjà, la dernière fois, nous avions autorisé le collège de Bourg-Mestre, donc le secrétaire a réalisé les actes généralement quelconques afférents à la présente procédure. Donc, c'était la procédure relative au droit de préemption. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va repasser maintenant pour l'acquisition formelle, alors que la commune a déjà décidé d'exercer son droit de préemption? Et la deuxième question que j'ai, c'est concernant les documents complémentaires qui nous ont été transmis en vue de ce conseil-ci. Donc, lors du dernier conseil, nous avions plutôt le compromis qui se trouvait dans les dossiers. Et par contre, l'attention n'avait pas été attirée sur un petit détail qui se trouve dans ce compromis, c'est-à-dire le bail commercial qui est au rez-de-chaussée de cet immeuble. Et donc, dans le compromis, il est prévu que le bail commercial prendra fin en 2021 et que ce bail commercial sera renouvelé pour le temps avec une autre société. Et donc, l'analyse de la juriste de la commune dit que la commune va être obligée de, en réalité, renouveler ce bail commercial pour une nouvelle durée de 9 ans, et que, par ailleurs, la commune serait bien embêtée si elle devait renoncer à ce bail commercial. Donc, la question qui est posée, c'est est-ce que la commune va louer un commerce pour y installer un café, et quelles sont les différentes options qui s'offrent à la commune, enfin, quels sont les plans de la commune par rapport à ce café qui se trouve alors au rez-de-chaussée pour les 10 prochaines années. Merci. Pour mettre la réponse. En fait, il s'agit d'une acquisition définitive. Donc, on passe ici pour l'acquisition, donc on a un compromis. On est passé avec l'ouverture de procédure. Dans le cadre d'un périmètre où nous avons la possibilité d'être prioritaire pour l'achat. Aujourd'hui, on achète. On se donne la possibilité d'acheter. Quant à la question commune, vous le rappelez, en 2013, j'ai à chaque fois dit que notre obsession, c'est de contrôler toutes les entrées de quartier où nous avons des problèmes. La fonction que nous souhaitons réaliser, elle est essentiellement du logement. Nous voulons la fonction résidentielle dans ce quartier. C'est l'objectif que nous allons poursuivre. Concernant la quiétude, la convivialité du café, c'est un café qui a fait l'objet de pétitions de la part des habitants qui en ont marre des problèmes de nuisances sonores, des problèmes de personnes qui restent tout autour, qui empêchent les gens de dormir dans le quartier. Nous avons tenu une réunion à la demande des habitants au mois de septembre l'année passée, donc ce n'est pas du tout ce que l'on croit en journée. En soi, il y a des situations qui sont très, très difficiles à vivre. Donc, le souci de la commune, c'est de répondre, je dirais, à des problèmes qu'on peut rencontrer dans le quartier en améliorant et en faisant en sorte que ça soit apaisé, mais surtout de répondre aux besoins de nos familles. Que nos familles ont besoin de logement, et c'est le logement que nous souhaitons consacrer. Je vois un petit peu, monsieur Claire, Madame Mohamed. Oui, monsieur Bourges, j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais il me semble d'abord que ce café est entouré de plusieurs autres cafés qui, j'y suis aussi allé à quelques reprises, me semble plus problématique. Et supprimer tout établissement de socialisation et de rencontre dans ce quartier ne me semble pas une bonne chose. Donc, s'il y a des débordements, il faut que la police fasse son travail et on peut mettre des heures de fermeture, comme on l'a déjà dit. Il me semble que c'est un peu excessif et transformer ce quartier juste en lieu de logement ne me semble pas sa vocation première, près de gares, près de nombreux bureaux. Donc, je m'abstiendrai sur ce point si vous persistez dans la volonté de faire fermer cet établissement qui, me semble-t-il, a plus de qualité que de défaut. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais te poser la question parce que je n'ai pas obtenu de réponse à celle-ci. Donc, je reprends le courriel de la juriste de la commune qui dit que les conditions du compromis sont intégralement applicables à la commune et que dès lors, il y a un bail commercial en cours pour le café de rez-de-chaussée.
et que ce bail va continuer à s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2021. Donc ma question c'est, est-ce que la commune considère, enfin plutôt, est-ce que la commune va continuer ce bail ou va, dès le moment où elle deviendra propriétaire, c'est-à-dire plus ou moins dans 4 mois, mettre fin au bail commercial qui se trouve au rez-de-chaussée? Et la deuxième question, c'est pour le bail commercial à venir et que la commune est, semble-t-il, obligée de conclure aussi. Est-ce que la commune souhaite continuer ce bail commercial ou est-ce que la commune va prendre les mesures pour mettre fin à ce bail commercial? Et dans ce cas-là, combien est-ce que cela coûtera? Voilà, je rappelle que dans la société, on a des droits et des obligations. Quand on est propriétaire ou locataire, on peut introduire des permis, changer des affectations, changer des gabarits. Quand on sera propriétaire, on prendra des positions. C'était un avis juridique qui a été rendu. Il y a des engagements que la commune, en tant que propriétaire, devra tenir, mais tout ça va être étudié. D'abord, on sera propriétaire. Deuxièmement, ce dossier a fait l'objet d'un accord avec la région, parce que nous l'avons intégré dans le contrat régional pour le quartier Nord. Et dans ce contrat, nous n'avons jamais caché nos intentions de faire des logements. Nous n'avons pas une vocation à faire des cafés. C'est pas. Attendez, je m'exprime, je vous ai écouté. Nous avons répondu à un cahier des charges de la région. Aujourd'hui, quand on rachète dans le quartier, on veut faire du logement. Je pense qu'il y a suffisamment de cafés. Donc nous nous tenons à nos engagements, nous voulons faire du logement pour les habitants, parce qu'il faut un peu d'équilibre dans tous les quartiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de café dans le quartier, ça veut dire qu'il doit y en avoir, mais ne pas exagérer. Quand on est dans une rue où à un moment donné, il n'y a que ça, ben, tu te retrouves évidemment avec une concentration de clients qui viennent de partout. Et quand vous écoutez les habitants lors des rencontres citoyennes, ils ne disent pas qu'ils sont contre le café, mais ils disent qu'il y en a beaucoup trop. Et qu'on n'arrive plus à les gérer à un moment donné. Donc, un des outils que nous avons pour la maîtrise de nos quartiers, c'est le foncier. Nous avons maîtrisé la rue de la Prairie de Brabant avec la police. Nous l'avons maîtrisé avec la construction, avec le Béléris des logements, avec une antenne sociale qui va arriver. Et nous allons poursuivre cette politique dans le quartier, de maîtriser toutes les entrées de quartier. Notre souhait, c'est que les usagers de la ville, habitants, travailleurs, touristes, hommes d'affaires, qui sortent de la gare, de la place Roger, du métro, puissent monter librement et sortir. Actuellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en journée, c'est autre chose. Mais en soirée, c'est encore autre chose. Et donc, nous avons quand même l'obligation de faire vivre 24 heures sur 24 tous ces quartiers. Donc, c'est pas mettre que des policiers partout, que des interdictions partout. Je rappelle que dans ce débat, parfois c'est fou. Considérer que nous sommes trop d'un côté ou trop de l'autre. Ici, vous voyez bien qu'on essaie d'apaiser le quartier en prenant des mesures d'achat. Il y a encore d'autres dossiers qui vont arriver ici, puisque le périmètre de prévention nous permet véritablement d'avoir la main. C'est ça qui va nous permettre de consacrer un quartier d'habitation pour les familles. Je le répète, c'est pas grave d'avoir des familles qui vivent dans un quartier aussi. C'est bien aussi à un moment donné d'offrir des logements pour les habitants, à côté d'un certain nombre de cas de café qu'il peut avoir. Merci. Demandez-vous le vote sur ce point, M. Clerc. Je m'abstiendrai parce que, effectivement, en tout cas, je m'abstiendrai parce que je trouve d'abord que ce café n'est certainement pas une problématique, est un lieu de vie, de socialisation, mais en plus, illustration de nouveau du point 3, vous allez priver une indépendante de son gagne-pain par réflexion doctrinaire, comme tout le monde. Voilà. Puis-je considérer que votre motivation, je vous remercie. Je rappelle que le Conseil délibère ici sur l'acquisition définitive, sur l'autorisation donnée au Collège des Bourg-Sèches ainsi qu'au secrétaire communal d'engager les actes, de couvrir la dépense par l'emprunt, et d'imputer la dépense en extraordinaire. Je crois que c'est ça qu'il faut rappeler pour ce qui est de la délibération à proprement parler, puisque nous avons eu différents points là-dessus. Je vous remercie. Nous sommes à présent au 9. C'est la mission d'études complète pour les travaux réalisés dans l'immeuble 6-1B à la rue du Vélinos et dans l'école La Sagesse. C'est à la rue de Potagère. Et à la fois la création d'un article budgétaire. C'est surtout cela. C'est surtout ce point. Sur ce point en particulier,
crois que la parole est à l'Ishma Chubach. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'approuver la création d'un article budgétaire via l'article 249 de la nouvelle loi communale. Un article budgétaire donc, qui va nous permettre de réaliser des interventions. Ici, il s'agit du lancement d'une mission d'études, donc des interventions sur un bien n'appartenant pas à la commune, appartenant à une ASBL. Alors, pour être rapide, début des années 2000, la commune fait l'acquisition de plusieurs bâtiments qui appartiennent à l'archevêché, qui est également le pouvoir organisateur de l'école de la sagesse. Donc ces bâtiments sont vendus au moment de l'acte de vente. Il est prévu que différentes interventions seront à charge de la commune. Par la suite, la commune réalise une série de travaux dans les biens de l'archevêché. Et donc, il s'agit aujourd'hui, à travers l'adoption de cet article, d'entamer la régularisation de toutes ces situations litigieuses qui font l'objet d'ailleurs d'une contestation en justice. Et donc, il s'agit ici aujourd'hui d'acter la création de cet article qui va nous permettre de lancer l'étude et qui va nous permettre de réaliser les travaux qui sont motivés par une urgence, une certaine urgence, puisque si vous avez consulté les pièces sur le dossier, notamment les citations en justice de la partie adverse, vous verrez qu'une série de travaux peuvent causer un dommage irréparable à la partie adverse. Et donc, il s'agit ici aujourd'hui d'invoquer l'urgence impérieuse pour l'application de cet article. Je vous remercie. Monsieur Claire, très en Oui, Monsieur le Président. Il s'agit ici d'une illustration de ce que j'ai dit pour le point 3. Donc, c'est de nouveau la commune qui gère mal un dossier. Ça fait 20 ans. 20 ans. Non, je n'étais pas échevin de ces. C'était Bourgmestre qui gérait ça avec Isnogout de l'analyse. Je ne citerai pas, mais vous voyez de qui je veux parler. Et donc voilà. Et Isnogout, il est parti depuis un petit temps, et l'ancien Bourgmestre aussi. Donc, ça fait 20 ans que cette école souffre de l'inaction et des erreurs de la commune qui, effectivement, fait tout mieux, l'internalise à tout va et fait tout mieux que le privé. Donc voilà, donc, c'est une belle illustration de ce que je disais, 20 ans. Félicitations. Je vous remercie. Madame Cornu, c'est à quoi les Merci, Monsieur le Président. J'aurais plusieurs questions à poser dans ce dossier. Le dossier n'est pas exactement clair. Est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il y a eu jugement dans ce dossier suite à la citation à comparaître du 4 décembre 2018 pour comparution à comparaître le 13 décembre 2018. Donc je vois qu'il n'y a pas eu de jugement et donc il n'y a pas eu de terme du jugement non plus. C'est quand même important par rapport aux éléments du dossier que vous nous donnez, c'est-à-dire le risque d'une astreinte de 1 000 € par jour à partir du 1er septembre 2020. Et donc, je m'interroge par ailleurs quant aux éléments suivants du dossier. Le premier élément, c'est la proposition de recours à un article budgétaire 1240-522-52 qui est lié aux subsides accordés aux ASBL et aux ménages pour financer des travaux qui, certes, auront en partie lieu sur le terrain de l'école de la sagesse, mais sont relatifs à des biens communaux. On parle d'une chaufferie pour le bâtiment de l'EPN, une station haute tension qui alimente l'école mais n'étant rien un bien de l'école, et des compresseurs pour la climatisation. Je ne vois pas bien comment des travaux au bénéfice des biens communaux pourraient devoir être financés par la voie d'un subside aux ASBL. Est-ce que vous pourriez clarifier ce point ou le faire vérifier? Et deuxième élément, il est demandé au Conseil de valider la création de cet article budgétaire sur base de l'article 249 de la nouvelle loi communale. Cet article pose, comme il est rappelé dans la note introductive pour le Conseil, que le Conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées pour des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. La citation à comparaître date du 4 décembre 2018.
aux comparutions le 13 décembre 2018. Il y a donc 11 mois de cela. Comme mentionné plus avant, il n'est pas fait mention au Conseil communal d'un jugement exécutoire plus récent, et j'entends qu'il n'existe pas de jugement exécutoire plus récent, qui permettrait de clarifier en quoi les circonstances de l'espèce dans ce dossier, qui est loin d'être récent, deviendraient seulement des circonstances imprévues. La condition est double, des circonstances impérieuses et imprévues. Pourriez-vous nous indiquer comment le Collège envisage de motiver le caractère imprévu des circonstances menant à la demande de création d'articles budgétaires suggérés? Merci. Je vais avoir pour vous. Merci. Donc effectivement, il n'y a pas encore eu de jugement puisqu'il y a eu tout un jeu d'échange de conclusions entre les parties et donc on en est là aujourd'hui. Par rapport à l'article budgétaire, on crée ici un article budgétaire pour répondre à cette situation, mais évidemment, il y a d'autres interventions qui vont avoir lieu et qui se feront à partir d'autres articles budgétaires qui existent déjà. Donc, ce n'est pas repris ici, évidemment, parce que ces articles existent déjà et donc on doit pas passer au Conseil. Donc, voilà, c'est juste de la technique budgétaire. Et alors, ici, ben, évidemment, c'est la situation à comparaître de la partie adverse et une série de courriers que nous avons reçus encore cette semaine et qui nous demandaient d'intervenir, notamment pour des problèmes liés à la cabine à haute tension, donc qui risquaient de causer un dommage grave et certain à l'école. Voilà. Merci. Le micro, puisque le troisième calendrier est défectueux. Je suis désolé pour ce que Madame Cormier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cet élément sur l'article budgétaire, mais pourriez préciser exactement ce qu'il s'agit d'un article budgétaire qui peut servir à des subsides pour des ASBL. J'entends bien qu'une partie du budget pourrait être couverte par d'autres articles budgétaires. Là, c'est quand même très particulier comme technique. Utiliser un subside aux ASBL, donc un article budgétaire de subside aux ASBL, pour couvrir des travaux à des biens communaux. Ça peut être la cabine à haute tension, ça reste un bien qui n'est pas appartenant à l'école. Et je répète le point, je ne vais pas le répéter, l'article 249 me semble que difficilement justifié dans ce cas-là. Vous avez besoin de l'accord de la tutelle, ça risque d'être compliqué. Merci, Mme Cornet. Je vais intervenir. Mais donc, pour l'article budgétaire, Mme Cornet, si vous voulez, on demandera au receveur de vous faire une note pour vous expliquer pourquoi cet article est dédié. Merci, monsieur le Charles. Merci, M. Kerksan. Oui. Intervention, s'il vous plaît. En fait, moi, je voulais dire que j'allais m'abstenir une fois encore et justifier l'abstention. D'abord parce que, comme l'a si bien montré Mme Cornet, décidément, le groupe écolo est très fort en juriste, c'est magnifique. Il me semble qu'il n'y a pas de circonstances imprévues, impérieuses et donc pas de justification d'urgence, mais aussi 20 ans d'inaction de la commune me semble effectivement un peu excessif, donc je m'abstiens. Bien, Mme Joulot. L'ensemble du groupe écolo va s'abstenir donc pour les raisons justement de manque de suivi du dossier, du fait qu'on utilise des articles qui ne peuvent pas être utilisés et que maintenant j'entends que je passe plus la cabine à haute tension dans la cour de l'école, mais ça fait de très 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 nombreuses années que cette cabine est là. Et donc si c'est oulala, il y a un problème. Très bien, je vous remercie. Nous sommes au 10. Et au 10, c'est l'AISSJ, à ne pas confondre ça avec l'AIS de Saint-Just. Hein, pas exactement la même chose. Le bourgmestre va aborder la question de désignation des présents. Merci, Monsieur le Président. Ce texte était quand même dans le collège. La mémoire courte, il a été pendant 6 ans dans le collège. Quand il parle des 20 ans, il était comme autour de la table, mais bon, il y a parfois des présences. On va dire 6 ans, il reste 4. Donc, oui. Mais vous savez, je ne vais pas réagir à tout ce que vous dites, parce que vous faites tellement de choses. Donc, il y a 12 membres de l'Assemblée générale. Il y en a 8 qui sont issus de nos écoles, je vais les citer. Le lycée Guy Gudel, l'Arc-en-Ciel, les Tournesols, la Nouvelle École, Henri Flick, Joseph Delphi, l'Académie des Beaux-Arts, et quelqu'un du département de l'enseignement.
doit s'ajouter à cela 4 membres du conseil communal, 3 proposés par la majorité. Il s'agit de l'échevin de l'enseignement Philippe Ouakété, de l'échevin de la culture Mme Jabak Doumna et l'échevin des sports M. Kadir Ospenaki. Et il y a un membre de l'opposition. Et puis il y a 4 signataires, et comme à l'accoutumée, c'est évidemment les 3 échevins plus la direction de l'enseignement, pour des raisons de facilité du travail. Voilà. Je vous remercie. Nous proposons Ayat Mazibas. Je vous remercie. Vous êtes d'accord avec ceci? Alors je vous remercie. Le 11, adhésion de la commune au marché public ayant pour objet. Oui, monsieur Kader, président. Sur celui-ci. Sur celui-ci. Voilà, allez-y. En fait, il y a une erreur de formulation dans la délibération. Il s'agit de l'approbation de l'adhésion. Ce n'est pas de l'approbation, parce que ce n'est pas à nous à approuver le marché, puisque la demande qui est faite aux membres du conseil, c'est d'adhérer au marché public qui est porté par Bruxelles Propreté. Ce n'est pas à nous à l'attribuer, c'est eux qui l'attribuent bien évidemment. Donc dans la délibération, il y a une correction qui se fait, c'est l'approbation de l'adhésion. Monsieur le Président. Merci. Eh bien, dans l'ordre, c'est M. Kourouken, c'est d'abord, et puis M. Pierre, c'est pour changer. Ce sujet, donc, en lit le dossier, on apprend que la commune va acheter 2 de ces aspirateurs urbains. Et je me posais la question si on a déjà défini où on va les utiliser. Parce que ce sont des appareils, on les voit de temps en temps utilisés par cette propreté, ce sont des machines assez lourdes, assez difficiles à déplacer. Et certaines de nos voiries en pente pourraient poser un problème pour les ouvriers communaux qui utilisent ces machines. Donc, est-ce qu'on a défini où on va utiliser ces machines et est-ce qu'on peut les utiliser partout? Je vois un problème dans certaines voiries en France. Merci. On va couper les questions. M. Pierre, c'est Oui, moi, c'était plutôt pour vous féliciter de cette bonne décision. Ça fait des années que je plaide pour qu'on équipe mieux les agents de la propreté, qui sont encore avec leur pelle et leur brosse. Et donc, ces aspirateurs, on ne peut pas citer la marque, mais je pense qu'il y en a qu'une, et on la voit, sont assez efficaces et pourraient très certainement leur faciliter la vie. Donc, j'approuve à 100% ce point. Je vous souhaite intervenir. Et donc, juste un petit élément donc, par rapport. Est-ce que on a eu l'occasion de discuter avec les syndicats des travailleurs qui utilisent ces machines? Parce que je sais que quand les trottoirs ne sont pas adaptés, qu'il faut passer des marches, etc., en fait, ce sont des appareils très lourds. Et donc, certains et ce sont toujours les mêmes genres de muscles qui sont sollicités. Et donc, certains travailleurs trouvent en fait que c'est encore plus dur que le balai à l'ancienne. Donc, est-ce qu'il va y avoir une tournante? Est-ce que ce sont toujours les mêmes travailleurs qui vont devoir l'utiliser? Comment est-ce qu'on va gérer aussi cet aspect, je dirais, santé et bien-être des travailleurs pendant l'utilisation de ces outils? Merci. Sur ces 3 questions, les chemins, j'ai reçu beaucoup de compliments sur l'élégance de ce soir. On va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc, pour répondre à cette question, il s'agit d'appareils qui paraissent difficilement maniables, mais c'est tout à fait faux. J'avais essayé moi-même, c'est très maniable et très facile à diriger. Mais c'est beaucoup moins dangereux que ce que l'on peut imaginer. Parce que moi-même, j'étais un petit peu réticent à voir pour la machine, parce qu'il faut savoir qu'on en a déjà 2. Je pense que c'est largement suffisant pour la grandeur de notre commune, mais on va en ajouter 2. Si c'est le projet d'en ajouter 2, parce qu'on utilise beaucoup de choses. Alors, par rapport au personnel, je pourrais vous faire parvenir 2. Donc, en tout cas, les rues qui sont où on les utilise le plus. Maintenant, avec les chutes de feuilles, on les utilise beaucoup parce que ce sont des aspirations qui nous rappellent le nom de. Mais en fait, il n'y a pas une seule société qui fait ça. Il y a d'autres sociétés qui sont en concurrence et une concurrence très très rude. Ici, l'avantage de ce que nous avons, c'est qu'ils utilisent des conteneurs classiques. On ne peut pas avoir des conteneurs spéciaux. Et donc, nous souhaitons en acquérir 2 et que ce que
cette propriété de regrouper des voilà. Mais je vous ferai parvenir les lieux qui sont. Je vous les ferai parvenir à votre économie. Et une question que je vais poser, est-ce qu'il y a un doublement? Est-ce que tous les balayeurs utilisaient cette machine à un moment donné ou est-ce que... Monsieur le Président, que j'ai répondu. Monsieur le Président m'a permis de le faire. Merci. Donc, effectivement, il y a une tournante, mais pas que pour cet appareil. Pour d'autres, le personnel ne fait pas toujours le même travail. Il y a une tournante dans tous les domaines au niveau de la sécurité. Demain, vous pouvez trouver quelqu'un qui est convoyeur et le lendemain, il travaille des rues. On échange de quartier très souvent aussi. Ceux qui vont le matin au quartier nord respirent un petit peu quand ils viennent de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, vous connaissez qu'il y a des quartiers qui sont plus difficiles à faire. Donc, nous tenons ça vraiment à l'œil et nous en tenons compte, bien sûr. Et sachez qu'il y a un mouvement syndical au niveau de la propriété publique qui est très important et nous sommes très à l'écoute. Au niveau du SCPT, etc., donc nous sommes à l'écoute et nous écoutons leurs revendications, bien entendu. Voilà, merci pour cette précision aussi sur le climat social en interne. Mais tout ce sont les informations, les décisions concernant les prises en tout cas par le collège. Ce sont des points d'information, je pense qu'il y en a 24, si mes souvenirs sont bons. Avez-vous des questions sur ces points? L'incordé, vous avez été la plus rapide, allez-y. Merci, Monsieur le Président. C'est pas un peu court, mais bon. Avant même de rentrer peut-être dans la liste des marchés publics qui sont soumis à notre information au Conseil communal, j'aurais deux remarques de forme préalable à l'analyse du dossier qui sont liées au projet de délibération. Dans le projet de délibération, on y fait référence à des marchés de travaux, fournitures et services par le collège en application des articles 234, paragraphe 3 et 236 de la nouvelle loi communale, par procédure négociée sans publicité, conformément à l'article 26 de la loi de 2016. Alors, l'article 26, c'était l'ancienne loi, donc ce serait bien que les délibérations reflètent la réalité des textes, et donc c'est l'article 42 des procédures négociées. Mais par ailleurs, on nous est soumis toute une série de textes là-dedans qui ne sont absolument pas des marchés publics adoptés par procédure négociée, mais qui sont en fait des avenants à des marchés publics pour lesquels il n'est pas question d'utiliser la loi de 2016, mais l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Ce serait intéressant dans les délibérés que l'on ait les références correctes des articles de loi, histoire que les délibérations ressemblent à quelque chose de correct. Ça, c'est pour la forme, je dirais. Sur le fond des documents, alors j'aimerais particulièrement m'intéresser à un élément en particulier qui est en fait la décision 28-10-2019-121 qui concerne un avenant au marché relatif à la piscine pour un montant de 349 000 €. Alors, le marché, originellement conclu, porte sur toute une série de choses en 2015, et là on parle de portes, on parle de vitres. Nous sommes dans des choses qui sont très très loin du contenu du marché originel. Il est fait référence à l'avenant est basé sur l'article 38.1 du Code royal de 2013 qui, vous le savez, prévoit en fait que seuls des services ou travaux nécessaires, complémentaires, sont devenus nécessaires et ne pourraient pas valablement être attribués à un autre adjudicateur. Il nous semble que quand on change de manière tellement drastique le contenu du marché, ces marchés sont susceptibles de poser question. Et en l'espèce, il aurait fallu un nouveau marché public. C'était un élément. Donc, selon moi, il y a d'ailleurs modification substantielle des marchés à cet égard.
Deuxième question que je voudrais soulever, c'est la décision 05-11-2019-23 qui est liée c'est l'avenant pour le contrat de quartier durable Axe Louvain, où la décision pose, considérant la demande du collège aux auteurs du projet d'inclure dans l'étude la salle Palestine ainsi que l'actuelle entrée de la nouvelle école d'annonce sur la place Saint-Josse, afin d'en faire des surfaces commerciales tournées vers la place Saint-Josse. Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer sur cette nouvelle idée de surface commerciale qui semble n'avoir pas été inclus dans le marché initial et vient par la suite? Et enfin, la dernière question que je me posais par rapport à la décision 28-10-2019, on prévoit l'acquisition de tablettes tactiles pour le service prévention des gardiens de la paix. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'opportunité de tablettes tactiles à l'heure actuelle pour des gardiens de la paix? Merci. Merci pour ce bouquet de questions très techniques. On va essayer d'abord de répondre, parce que vous en avez plusieurs là. Bon, C'est des choix. Le premier, c'est une demande des services des gardiens de la paix de pouvoir être connectés entre eux, de pouvoir passer l'information par ce biais-là. Le deuxième, c'est l'aménagement de l'îlot individuel. Et c'est évidemment une réflexion, c'est d'avoir une place communale qui soit complète et pas une entrée de l'école qui se fait par la place. On souhaite apaiser l'entrée de l'école qui pourrait se faire par la ville des deux églises avec une entrée monumentale vers l'école, la nouvelle école, vers la salle Gudet. Donc c'est dans cet esprit-là. Et concernant la piscine, c'est un choix qui a été fait par l'administration. Là, à un moment donné, on est devant des contraintes. Alors, c'est vrai qu'on peut être plus orthodoxe, lancer, faire un marché, ça prend 2-3 ans. Le choix a été fait par l'administration, mais c'est vrai, ça prend ce temps, monsieur. Vous pouvez dire, ça peut prendre énormément de temps quand il s'agit d'un monument classé, on n'est pas dans n'importe quoi. Donc ça prend du temps, effectivement. Monsieur le Président. Monsieur Poussine avait levé le doigt. Donc, la question portait sur... oui, je repose la question donc, sur le péristyle. Effectivement, vous avez répondu que c'est un choix de l'administration. La question, c'est que lorsque le plan a été fait à l'origine, vous vous rendiez bien compte qu'il y avait un espace là qui devait être utilisé. Et le gros problème, monsieur le bourgmestre, c'est cette manière hétérodoxe de fonctionner, c'est-à-dire de ne jamais demander le projet abouti. Vous l'avez fait avec la piscine, avec chaque fois un premier appel, et puis des avenants, un avenant, 2 avenants, 3 avenants, 4 avenants, 5 avenants, 6 avenants, 7 avenants. Alors je comprends que si chaque avenant dure 3 ans, on peut s'estimer heureux de ne pas terminer après 20 ans, mais après 10 ans seulement. Mais ça pose un vrai souci. Vous l'avez fait avec la Maison des Cultures, vous partez d'un projet de base qui n'est pas abouti, et puis vous venez avec de nouveaux volumes. D'ailleurs, on est passé, elle n'est pas ouverte, monsieur. Bon, ben, je le dis à titre indicatif, on est allé le 12-10 et c'était fermé. Et là, avec le péristyle, vous faites la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de demander de réfléchir à un projet final et abouti, vous venez chaque fois avec des petits projets. Et je ne crois pas que ce soit l'administration, monsieur le bourgmestre. Ce n'est pas la première fois que vous faites porter à l'administration des choses qu'elle n'a pas apportées. Et elle ne peut pas se défendre. Et c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. C'est pour dire, ne faites pas porter à l'administration vos erreurs. Et donc, ma question là, c'était justement sur la place Rogier. Enfin, je repose la question sur le péristyle, si vous avez une réponse, si c'est la même que celle que vous avez donnée à ma collègue, inutile de la répéter. Mais concernant la place Rogier, il y a quelques années, vous aviez fait, monsieur le bourgmestre, la proposition d'accueillir le musée de l'immigration sur Saint-Josse. Et vous aviez lancé un appel dans la presse que nous avions soutenu, puisque c'était une idée que nous soutenons depuis longtemps, avoir un musée d'immigration digne de ce nom en région bruxelloise. Il se trouve que nous avons un espace que je pense intéressant. Il se trouve que la région est partante pour soutenir un projet,
Je me dis, tiens, une collaboration entre la région et la commune de Saint-Josse pour développer au cœur de Saint-Josse, au cœur de la région, un musée de l'immigration, ça peut être une piste. Voilà, je me disais, avant d'investir énormément d'argent dans cette salle de la place Rogier, peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire précisément. Oui, est-ce qu'il y a des questions qui se greffent sur ce point? Sur ce point, allez-y. Sur ces deux marchés, Vous pouvez vous répondre. ces deux marchés qui portent sur la salle Rogier, en effet. Donc, le premier marché, c'est enlever tous les encombrants qui se trouvent dans cette salle. Ça me paraît en effet nécessaire avant de pouvoir avancer plus loin. Et puis, il y a un marché qui n'est pas très clair pour moi, et le dossier ne donne pas de réponse, c'est la condamnation de baies vitrées, j'imagine, entre la salle communale et les locaux attenants. J'imagine que ça, c'est la station métro. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? Pourquoi c'est important de faire ces travaux? Mais c'est pour éviter que les conseillers communaux entrent illicitement. C'est pour éviter que les conseillers communaux emmènent des équipes médiatiques pour entrer. Donc, c'est une boutade, mais je rappelle que des conseillers communaux avaient montré le chemin à certains pour aller dans ces salles. Vous imaginez le feu. Vous imaginez le feu. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de ne pas jouer avec le feu. Un. Deuxièmement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je répondrai sur l'îlot Guicudel, la maison des cultures, la piscine. Vous êtes des gens exceptionnels. Vous faites 4 réunions et vous savez arriver à des projets aboutis. Nous sommes des gens avec, je dirais, la modestie devant l'ouvrage. On fait des réunions. On fait des réunions de chantier. On découvre des surprises. Et quiconque dans sa vie fait des travaux modifie à chaque fois son ouvrage. Mais évidemment, on n'est pas dans une approche théorique. Quand on rentre dans un bâtiment, il y a des surprises. Et c'est ainsi qu'on découvre les choses. Alors, si vous voulez faire des projets, une fois on a introduit un permis et on attendra 20 ans pour refaire un projet, non, nous sommes dans un souci d'adaptation permanente de ce qu'on fait. On est à l'écoute des riverains, à l'écoute des habitants, on essaie de trouver des solutions. Voilà ce qui nous différencie. Bien. Explosion de bras levés. Comment dire? Les bras levés lentement. Madame Ardonnet. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais revenir sur ce que Monsieur le bourgmestre a dit. Le problème, ce n'est pas de faire des modifications. Le problème, ce n'est pas de faire des adaptations. Le problème, ce n'est pas de parer à certaines éventualités qu'on n'avait pas pu prévoir, ou bien alors de faire en sorte d'adapter un projet parce qu'on comprend qu'on a oublié quelque chose, soit parce qu'on n'a pas bien préparé, soit parce que quelque chose arrive qu'on n'avait pas prévu, ce qui peut arriver. Le problème, c'est de le faire correctement. Et ce qu'on pointe ici, avec le groupe écolo, ce que la tutelle a pointé par rapport à la maison des cultures, c'est que Saint-Josse ne respecte pas la loi. C'est ça le problème, et c'est ça que ma collègue a pointé ici. Saint-Josse ne respecte pas la loi sur les marchés publics. Et c'est comme ça que la tutelle annule les décisions pour Saint-Josse, parce que la loi sur le marché public n'est pas respectée. Alors le problème, ce n'est pas un problème de projet. Le problème, c'est un problème d'état de droit. À partir du moment où vous avez une commune qui ne respecte pas la loi, à tel point que la tutelle dit que de manière irrémédiable, les décisions qui sont prises par le collège de Saint-Josse et donc par le conseil violent la loi de manière irrémédiable, dans ce cas-là, il y a un problème. Et c'est ça qu'on veut pointer. Et c'est pour ça qu'on pose les questions ici. Parce que la commune de Saint-Josse, de manière répétée et régulière, invoque certains articles qui ne peuvent pas être invoqués pour modifier les marchés publics en cours de route. Et ça pourrait poser des problèmes, notamment en termes de concurrence entre les entreprises et notamment en termes de marchés publics. Ça, c'était pour répondre à Monsieur le bourgmestre, qui prend systématiquement comme explication le fait qu'il y a des modifications qui sont nécessaires. On ne nie pas, ça peut arriver. Soit parce qu'on n'est pas bien préparé, soit parce qu'il y a des choses qui arrivent et qu'on n'avait pas prévues parce qu'on ne pouvait pas les prévoir. C'est le cas notamment quand on découvre de l'amiante, on n'en a pas parlé par rapport à certaines constructions dont on connaît l'existence pourtant depuis 20 ans. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième, c'est une question. Quand est-ce que la piscine va rouvrir, s'il vous plaît? Tout ça à la Obama, presque. Alors, il y avait un autre bras? Non, le bourgmestre va voir. Voilà. Je pense que ce point est achevé maintenant. Nous passons, s'il vous plaît. Je 13, les comités de quartier, bien nécessaires d'ailleurs
entretenir la convivialité dans le quartier. Ce sont les subsides pour l'exercice 19 et leur répartition sur les différents comités de quartier. Je crois qu'il y a une procédure, certainement, genre d'appel à projet, sans quelque chose de cet ordre-là. Qui est l'échelon compétent sur ces matières? C'est madame. C'est le bourgmestre. Voilà, donc en fait, ici, il y a deux comités qui étaient éligibles. Il s'agit d'un montant qui sera délivré au comité de quartier d'Hervé au Saxe-Cobourg, de 400 €. Pour l'autre, il n'y a pas eu d'activité en 2019, donc il n'y a pas eu de dossier. Prochain dossier, c'est pour le commerce. Vous avez des questions sur ce... Oui, c'est ça. Comité de quartier? Oui, sur le comité de quartier? Sur lequel d'abord, M. Claire, souci? On peut regretter qu'il y a que deux comités de quartier qui ont fait une demande. C'est dommage. Il y a plusieurs comités de quartier sur le territoire de Saint-Just. Et je me posais la question, est-ce qu'on ne pourrait pas proactivement contacter ces comités de quartier pour qu'ils fassent des démarches? On n'a pas tout à fait une possibilité. Et ça pourrait stimuler cette conditionnalité Sur ce point, M. Claire, c'est les... Oui, juste un peu comme mon collègue, je traite qu'un quartier, les comités de quartier font vivre notre démocratie sur le terrain, donc c'est important. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment vous expliquer qui est finalement plus tard comité? Je sais que le comité, peut-être que les gens qui le dirigeaient sont un peu vieillissants, peut-être, mais c'est un suffisant à renouveau pour avoir un contact plus direct avec la population. C'est des bons outils, les comités de quartier. Merci, Monsieur le Président. On est évidemment d'accord avec vous, ça peut être étonnant, mais en réalité, les contacts avec la commune sont permanents et ne se traduisent pas tous par une demande de subvention. Et souvent, c'est qu'il y a une matériel pour l'organisation d'événements récurrents dans leur quartier, fermeture de rue, avec une demande de tables, de chaises, de tentes, etc. Et donc, ça se fait très régulièrement. Et là, on a affaire aussi à des comités de quartier, mais ils n'introduisent pas une demande de subsides tout particulièrement. Ils préfèrent plutôt la légèreté d'avoir la mise à disposition de matériel. C'est ce que nous faisons régulièrement dans notre thème. Je vous remercie. Nous sommes au 14. Ce sont les subsides aux associations de commerçants pour 19. Et j'imagine que c'est les 20. Monsieur Scolastialis. Voilà, merci. Donc, dans le cadre de la politique de soutien à l'activité commerciale, donc, nous avons lancé un appel à projet afin que les commerçants puissent répondre. Donc, nous avons reçu l'appel à projet de 3 associations de commerçants. Un, c'est le commerçant de Brabant, donc le Brabant. Le deuxième, c'est l'ASB Pacifique Saint-Just. Et le troisième, le Pacifique Saint-Just. Tout le monde ici connaît le travail de l'association de commerçants de Brabant, qui fait un succès énorme, qui rencontre les Bradés et les journées de commerçants organisées ces jours. Ces journées contribuent à un rayonnement qui va au-delà de la région et même du pays. Donc, ces associations font des shopping days, envoient des autocars à Paris, à Amsterdam, à Lille. Ils prennent en charge donc, la location de l'autocar. Ils vont les chercher les clients, ils font leur shopping day dans les rues de Brabant. Et le soir, c'est très bien. Donc, nous participons avec eux. Donc, l'année passée, nous avons fait 3 braderies avec eux. Avril, juin et aussi en octobre. Donc, les 2 autres associations de la Pacifique et le Berceau de Saint-Just participent financièrement au marché de Noël en prenant en charge certaines animations du marché de Noël. Donc le premier renforcement des commerçants, notamment le rassemblement des commerçants et habitants, avec aussi des événements organisés par des Saint-Valentin, fête de fin d'année. La SBL Berceau de Saint-Just vise à mettre en valeur les commerçants de chaussures de Louvain et de la piste lors du marché de Noël. Elle s'occupe aussi de la mise en état d'éclairage de fin d'année qui se trouve rue Perdiste. Et chaussures de Louvain, ce sont des coupons de plusieurs ampoules, dont certains sont défectueux. Elle s'occupe de la mise
s'occupe des caravanes. Donc voilà ce que je peux dire. Et aussi, on cherche la liste des chocolats pour pendant les fêtes de fin d'année, afin d'avoir une meilleure relation entre les médecins et les voilà ce que je pourrais dire. Merci, M. Kless, sur ce point. Oui, monsieur Echoua, merci pour vos explications. Je suis évidemment très content du dynamisme de ces trois associations de commerçants, mais il me semble qu'il y a des quartiers importants qui manquent à l'appel. La société botanique, Place Ovard environ, et alors une progrès Place Rogy environ. Qu'est-ce que la commune pourrait faire pour essayer d'aider à la constitution d'une association de commerçants pour avoir un interlocuteur? Ce serait important pour tous les quartiers commerçants qui, je pense, ont tous des difficultés de nos jours, s'organisent un peu mieux pour tromper les forces et avoir comme interlocuteur la commune qui pourrait les aider à redynamiser le noyau. Donc il y a quand même trois grands noyaux qui se passent apparemment rien en termes d'association de commerçants. Comment expliquez-vous ça et comment pouvez-vous peut-être insuffler une dynamique? Monsieur Boussy souhaite intervenir sur ce point. Pour abonder dans ce sens, la première chose, c'est effectivement, on a vu la disparition d'une série d'associations de commerçants avec le temps, et ça, c'est dommage. Mais c'est un peu à l'image des associations de quartier. Voilà, c'est un constat. Et donc, le rôle du pouvoir public, c'est d'essayer de dynamiser. La fin de l'Atrium Saint-Josse aussi a été la fin d'un lieu de concertation et de rencontre. Le groupe écolo avait proposé que soit mis sur pied un conseil consultatif des commerçants. Nous pensons que c'est un élément essentiel, faire remonter les avis, les opinions des commerçants sur la question, par exemple, des braderies. Voilà, il n'y a pas unanimité, contrairement à ce que vous nous disiez parfois, ce que vous nous dites parfois, pardon. Et donc, nous, vraiment, on revient avec cette idée de conseil consultatif des commerçants qui permettrait justement de réfléchir avec les commerçants plutôt que juste entre nous sur quelle est la meilleure manière de redynamiser et de soutenir les commerçants et les comités de commerçants. Je vous remercie. Merci à vous. Donc, voilà, comme vous le savez, Saint-Josse, c'est une petite commune, donc 1 km². Donc, nous avons déjà l'association de commerçants rue de Brabant, qui comprend donc aussi une partie de Saint-Josse. Et de ce côté-là, donc, si nous avons à Saint-Josse, c'est environ 2 associations de commerçants, le réseau de Saint-Josse et le Pacifique. Saint-Josse, donc place Ovard et place Saint-Josse, c'est 500 mètres. Les services de classe moyenne régulièrement passent dans tous les commerçants, disent tout, on fait des réunions avec eux, on est présent avec eux, on les écoute, mais à l'avenir, si ces quartiers, ces commerçants des quartiers décident de faire une association de commerçants, nous, on est prêts à les soutenir, on est prêts à les écouter, pas de problème. Merci. Merci largement. Je n'ai pas bien compris ce que faisait l'association des commerçants pacifiques et des activités elles-mêmes. Pacifique. Donc, l'association Pacifique, donc Pacifique organise des rassemblements avec des commerçants et habitants aux alentours du Pacifique. Donc, oui, participe aux fêtes de fin d'année à la Saint-Valentin, les fêtes de voisins, l'installation des châteaux gonflables, lors des braderies, dans le village. Visite. Donc, participe prend aussi à chercher une partie de ce marché de Noël que nous allons faire. Donc, certains qui prennent à chercher, certains émissions. C'est un peu toujours parce qu'en fait, il y a certains voisins, certains habitants qui j'aurais pu dire toutes les activités, donc ils ont fait des déjeuners, des soucis, tout cela. C'est un peu. Je n'ai pas dit des déjeuners. Ils ont des activités avec les habitants. Pour le rassemblement, je n'ai pas dit que vous avez des déjeuners. Les déjeuners, c'est fait des associations de commerçants. C'est les services de classe moyenne qui font des déjeuners pendant des jours des braderies. Ce n'est pas les associations de commerçants. Et ça, c'est pas l'association pacifique qui organise, c'est l'association pacifique qui organise.
l'association participe à des événements. Alors, là, c'est marqué dans le rapport, hein, de Saint-Valentin, fête des voisins, l'installation des châteaux gonflables. Parce que faites des voisins, c'est avec quels voisins? Le président passe la parole. Donc, la fête des voisins, ça se passe avec tous les habitants de la résidence pacifique dans les espaces, la salle des pas perdus, à l'extérieur. Ça se passe avec tous les habitants chaque année. Écoutez, c'est un phénomène, ça aurait été à des habitants de l'État de Montréal qui n'ont jamais. Moi, j'ai passé là-bas environ 2 à 3 heures l'année passée. Il y avait énormément de monde. C'était très agréable. Il est possible qu'un habitant n'était pas là pendant ce week-end. Ça peut arriver, mais en tout cas, nous étions présents. Nous avons été invités par l'association. Et comment les habitants sont invités? Mais c'est pas nous qui le faisons. C'est l'association qui invite les habitants c'est pas nous. Et donc, ce qui est important, c'est qu'en tout cas, si on octroie des subsides publics, ces subsides publics soient utilisés, je dirais. Mais vous savez, si quelqu'un n'a pas été averti, il peut se signaler, mais nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se passe sur le terrain à chaque fois, hein, Monsieur le Président. Une dernière intervention là-dessus, merci. Mais, excusez-moi, Monsieur Léchelin, juste sur un point. Avant, comme je vous le disais, Place Howard, il y avait une association de commerçants. Et elle a arrêté. Et les réalités de la Place Howard ne sont pas les réalités de la place Saint-Josse. Vous demandez aux commerçants, c'est 2 réalités différentes, des commerces différents, qui visent des publics différents. Donc ça, je ne peux pas vous laisser dire. La deuxième chose, c'est vous me dites, l'association des commerçants de Brabant, elle ne touche pas Saint-Josse véritablement. Il y a la braderie, je vous l'accorde, mais pour le reste, si vous posez la question à des commerçants rue Saint-François, rue Godefroy-de-Bouillon ou rue Verte, ils ne sont jamais concernés par ce qui est fait par l'association des commerçants. Et je ne jette pas la pierre sur l'association des commerçants de Brabant, ils travaillent très bien, ils travaillent beaucoup avec Scarbeck. Ils ont des contacts réguliers. Et c'est normal, la majorité des commerçants se trouvent à Scarbeck. Et donc, je le répète, Monsieur Léchevin, si vous voulez redynamiser ça, c'est un conseil consultatif des commerçants pour permettre aux commerçants à un moment de se réunir et de se faire entendre. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 15 et le 16 concernent les clubs sportifs. On est sur le 15. Alors, les chemins. Merci, Monsieur le Président. Saint-Josse, c'est une commune jeune, donc 25% des habitants ont moins de 25 ans. Ces gens ont beaucoup d'énergie à évacuer, donc le sport est un meilleur moyen, une meilleure façon d'évacuer cette énergie. Nous apportons notre soutien aux associations sportives. Je tiens également à préciser que nous sommes particulièrement fiers de la participation féminine au sein de nos clubs sportifs qui augmentent d'année en année. Il y a d'une part les associations qui bénéficient d'une subvention inférieure à 1250, dont la demande est motivée par les frais de fonctionnement, et d'autre part les experts qui bénéficient d'une subvention supérieure à 1250, qui forment les jeunes, dont des frais supplémentaires tels que les frais de déplacement, plus de coach qui viennent s'ajouter. Je vais partager avec vous quelques chiffres concernant les FSV qui bénéficient de subventions supérieures à 1250. FC Saint-Josse. Il y a beaucoup de choses à dire sur FC Saint-Josse, mais je me contente de vous dire qu'actuellement, nous avons 24 équipes d'âge, 2 équipes féminines, et un total de 450 enfants inscrits. Pour le club de rugby Saint-Josse, nous avons une équipe féminine et 230 enfants inscrits. Ainsi, taekwondo, donc, qui participe à des compétitions nationales et internationales. Son palmarès est très impressionnant. 100 enfants inscrits, donc 40 filles. Insurrection, actuellement 80 nageurs inscrits, 40% des filles. Mais environ une centaine de jeunes sont en attente pour obtenir des places avec l'ouverture de la piscine. Le nombre va augmenter davantage. Après Oasis, l'équipe de Hollywood, ils ont fait le champion l'année passée, donc ils jouaient dans les championnats de provincial. Cette année, ils jouent dans une division supérieure, qui est le national.
Donc, voilà, Monsieur le Président, quelque chose que je peux dire. Après le 6, ils sont devenus, Elan Saint-Just, donc c'est sous le tennis de table. Elan Saint-Just fait des compétitions de tennis de table. Stade Georges Fête. Et là, ça concerne combien d'enfants? Ça, je peux pas renseigner. Et le Saint-Just? C'est ça, c'était. C'est là, à Cuche. Allez, c'est du basket, ça. C'est du basket. Ça se fait en pas plus de églises. Voilà le cadastre des talents sportifs de Saint-Just. Voilà. Allez, des questions là-dessus? La Marlon, ça concerne ceci? Allez, Nico Richer. Monsieur le Président, merci beaucoup à Monsieur Léchouin pour l'information concernant la participation des femmes et des filles à Saint-Just au club de sport. C'était une question que j'avais posée déjà en son temps. Il m'a fallu pas mal de temps pour obtenir la réponse concernant l'échec sport, mais je l'ai enfin obtenue. Et si on peut voir et on peut se réjouir vraiment que dans le cadre de l'échec sport, de plus en plus de filles à Saint-Just bénéficient de ces chèques sport pour pouvoir pratiquer le sport de manière quotidienne et recevoir un appui financier pour les parents dans ce cadre-là, ça reste quand même très en retrait par rapport à la participation des hommes et des petits garçons aussi au sport. Et donc, si on peut se réjouir ici, j'ai entendu 2 équipes de foot pour la FC Saint-Just, une équipe de rugby, ça reste quand même relativement faible. Je me demandais s'il y avait également d'autres sports que les sports qui sont de moins en moins connotés masculins, mais qui restent majoritairement masculins, d'autres sports qui étaient promus aussi dans le cadre de l'attribution des subsides. Merci, madame. En fait, on a suite au débat que nous avons eu ici, nous avons demandé que les clubs sportifs puissent ouvrir les sections féminines. Donc le rugby l'a fait, le football l'a fait, ils poursuivent. Maintenant, je dirais, ils viennent de commencer, mais on peut déjà être fier des résultats qui sont engrangés et de la dynamique très positive qu'il y a dans les clubs. Et ça a changé aussi un peu l'esprit des clubs, parce que c'était un esprit de club assez haut. C'est macho malgré tout, et maintenant c'est occupé à changer, puisque on voit des équipes mixtes, on voit des entraîneurs hommes, des jeunes filles, on voit des filles venir supporter les garçons. Il y a vraiment quelque chose qui fait à changer. Le taekwondo est ouvert aux 2 catégories et il rencontre un vif succès. Il est situé à l'école Henri Frick depuis maintenant des années. Je rappelle que le taekwondo produit des sportifs qui vont jusqu'au JO. C'est le plus grand club de taekwondo de Belgique. Il est à Saint-Just, dans une école Henri Frick, ça marche. Il prouve qu'on peut parfois avoir 2 affectations dans un bâtiment avec du succès pour les 2. On a aussi, on vient de développer maintenant au niveau du service jeunesse. On vient d'ouvrir des heures spécifiques à la salle Nelson Mandela uniquement pour le taekwondo, gratuitement, sans devoir payer une cotisation. La commune a ouvert des heures de salle pour les jeunes. Et là aussi, on va pouvoir accueillir aussi bien les filles que les garçons. Et de manière générale, je dirais, les filles sont évidemment les bienvenues et on essaie à chaque fois de donner une place particulière pour les filles, parce qu'elles représentent quand même 50% de la population. Il est normal qu'elles participent. Par contre, nous n'avons pas fait le choix de donner plus aux filles et aux garçons au niveau des chèques sport, parce que nous voulons l'égalité. Voilà. Nous pensons qu'il faut l'égalité, que ce soit une fille ou un garçon. Pour nous, c'est pareil, on ne pense pas que l'un vaut plus que l'autre. Je sais qu'il y a des communes qui préfèrent donner plus aux uns ou aux autres. Nous, on préfère l'égalité. C'est un choix que nous assumons. Oui, mais je remercie Monsieur le bourgmestre de reconnaître le travail qui est effectué ici au sein du conseil communal. On se dit que parfois le fait de rester tard et de pouvoir avoir des débats parfois passionnés porte leur fruit. Donc je retiens bien que c'est suite au débat que nous avons eu ici au sein du conseil communal que l'attention particulière est portée à la participation des filles. Merci beaucoup pour ça. Oui, concernant l'incident financier, je partage votre point de vue, Monsieur le bourgmestre, mais là où on peut agir, c'est plutôt au niveau des subsides, c'est-à-dire donner plus de subsides lorsqu'on voit qu'une association fait un véritable effort, et ça peut être un indicateur. Et deuxième question, concernant Interaction, sauriez-vous me dire quand ils pourront commencer à aller à la piscine de Saint-Just? Vous allez peut-être répondre maintenant. Je sens que ça va être le disque de ce soir.
à la dernière question, c'est imminent. À la question des dispositifs, je voudrais simplement rappeler que votre humble serviteur avait mis ça en œuvre quand j'étais ministre. Et donc, cet argent-là vient de la région, en réalité. Nous ne faisons que le travail de postage. Nous remettons l'argent vers les associations, parce que quand j'étais à la région, on ne pouvait pas aider, je dirais, directement les clubs, parce que ce n'est pas une compétence régionale. Et donc, on avait trouvé une solution, c'était de donner l'argent aux communes, et via les communes de pouvoir soutenir les clubs. Et donc, la région pouvait effectivement venir avec des nouveaux critères, demander une attention toute particulière. Et je rappelle que ces moyens sont indispensables pour le fonctionnement de ces clubs. Les clubs fonctionnent essentiellement avec des bénévoles, et on ne le dira jamais assez, ce n'est pas des maisons communales, ce n'est pas des entreprises privées, ce sont des gens qui, en dehors de leur travail, essayent de venir accompagner notre jeunesse. Et donc voilà, il y a peut-être une réflexion au niveau régional que vous pouvez porter. Merci. Les photos financières maintenant du 17 et du 18, la bloc, enfin, la fameuse mission locale de Saint-Josse, c'est la vérification comptable pour 18 et la RCA. Ce sont les comptes évidents pour 18 ainsi que le rapport d'activité. Des questions sur ce point? Ok, allez-y. Regardons les comptes de la mission locale. Il y a quelques conclusions qu'on peut tirer. La première, c'est que le chiffre d'affaires descend, le nombre de subsides aussi, les capitaux propres semblent aussi diminuer, la dette augmente un peu. Et un autre constat, c'est que la mission locale, manifestement, fait plus souvent appel à des prestataires externes. Est-ce que je pourrais avoir quelques commentaires à ce sujet? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces évolutions? Est-ce normal? C'est normal que le chiffre d'affaires, par exemple, descende? Quel est votre... Merci. J'avais au moins deux membres du conseil de la mission locale, le chemin et le suivi. On va se rajouter un point ici. Voilà, je en tant que trésorier. La diminution est faible. Hein. Voilà, je pense qu'il faut donner les chiffres globaux. On était à 548 000 euros environ. On est maintenant à 526 000 euros. Toute proportion gardée, c'est assez faible, c'est minime. Non, c'est pas inquiétant et je pense ici être raisonnable en expliquant que la mission locale est vraiment un outil exceptionnel pour nous. Elle est le bras armé aujourd'hui de la commune dans ses politiques sociales d'emploi et de formation. Elle est occupée à relever des défis de jour en jour. C'est évidemment pas que grâce au travail de la mission locale qu'on a diminué de manière drastique les chiffres du chômage, de manière générale, et des jeunes en particulier, mais il y a contribué. La mission locale y a contribué. Demain, nous faisons un peu comme d'autres. Il y a un super concours de stagiaires, de demandeurs d'emploi qui se forment au métier de pizzaiolo. Ça va se passer ici. On est les seuls à le faire, à faire une formation dans un domaine qui n'a pas été investi jusqu'à présent. Bravo à la mission locale, bravo à tous les travailleurs, aux administrateurs. De la même manière, on avait été les premiers à faire les formations gardiens de la paix. On nous avait demandé de les abandonner. On a demandé à l'initiative de notre présidente de la mission locale de réintégrer les gardiens de la paix parce que c'est une formation qui débouche à coup sûr sur l'emploi. Et puis aussi toutes les autres formations dans le cadre des contrats de quartier durable Max-Provence qui ont été poursuivis du côté du contrat de rénovation du quartier Nord. Donc vraiment, il y a là vraiment un outil qui répond aux défis de l'emploi à sa taille, avec ses moyens, mais il est efficace. Et puis le SPIC qui participe à l'amélioration du cadre de vie dans les logements, dans les bâtiments publics, dans les espaces verts, fantastique, efficacité, je ne vais pas dire à 100%, mais on peut quand même être fier. Et puis, des projets aussi novateurs, c'est les aides ménagères, un projet qui permet justement d'avoir cet argent-là. C'est quand même pas mal qu'une entreprise, je dirais, publique puisse aussi faire parfois une activité qui puisse aussi rapporter de l'argent. Voilà. Je le disais tout à l'heure en premièrement en disant que ce n'est pas possible ici. C'est possible puisque ça fait des bénéfices. Et le projet qui engage aujourd'hui encore la mission locale, c'est évidemment la Westfed sociale qui devra arriver dans le quartier Nord. Et donc, la mission locale est vraiment un acteur pour nous premiers qui répond vraiment à d'innombrables défis. Merci, je remercie.
Ça peut paraître un peu périphérique, mais je ne peux pas laisser passer je me réjouis de la diminution du nombre de chômeurs. Moi, je me réjouis quand il y a plus de jeunes à l'emploi. Je ne me réjouis pas quand il y a moins de chômeurs parce que depuis les différentes réformes d'exclusion des chômeurs, il y a plus de jeunes qui n'ont droit à rien. Il y a maintenant de nombreuses catégories qui ne peuvent plus rentrer dans les catégories du chômage, et donc oui, ça diminue les droits de chômeurs. Il y a de nombreuses personnes qui ont été exclues, donc oui, ça diminue les chiffres du chômage. Donc, parler de l'augmentation du taux d'emploi, et encore, parce qu'on sait que l'augmentation du taux d'emploi, ça veut dire, si vous avez eu une journée de travail sur les 3 derniers mois, vous êtes considéré comme à l'emploi, ce qui n'est malheureusement pas une véritable plus-value dans votre vie, mais ne parlez pas en vous réjouissant du fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont droit ni au chômage, ni au CPS, et qui sont dans la nature, parce que ça, moi, je ne m'en réjouis pas. Ne mettez pas dans ma bouche des choses que je n'ai pas dites, vos procédés ne sont pas justes et corrects. Je n'ai jamais dit que je me réjouissais que les gens étaient exclus du chômage ou exclus, je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit, vous pouvez ne pas vous réjouir pour les chiffres. Vous avez raison sur le principe, c'est le taux d'emploi, mais en attendant, les chiffres qui sont communiqués par les pouvoirs publics, ce sont le taux de chômage. Nous étions au niveau des jeunes à 37,7%. À 41%, on a diminué 17%. On est la commune qui diminue le plus. Désolé, c'est le cas, c'est la vérité, je suis désolé. Ça fait peut-être pas plaisir pour tout le monde, mais nous, on est fiers. Et au niveau du chômage moyen, on a diminué de 7,7%. La moyenne est de 4% au niveau régional. Quand est-ce qu'on va être fiers de ce que l'on fait? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas être fiers des résultats qu'on a? Mais ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas eu d'exclusion du chômage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'exclusion sociale. Il y a eu de l'exclusion. Mais on a mieux travaillé. On peut aussi parfois dire qu'on a mieux travaillé. On est les derniers de la classe en Belgique. On n'est plus les derniers de la classe en Belgique. On ne peut pas le dire. Quand sur le même trottoir à Saint-Joseph, je rencontre un jeune exclu, puis un deuxième jeune exclu, puis un troisième jeune exclu, et quand je leur demande, mais vous êtes au CPS, vous êtes en formation, ah non, on n'est rien, est-ce que vous avez encore la mutuelle? Et ces jeunes ne sont même pas sûrs qu'ils ont encore la mutuelle. Et la plupart utilisent la carte de mutuelle du grand frère, de ça. Écoutez, ça c'est aussi la réalité de Saint-Joseph, et moi je ne peux pas m'en réjouir. Je vous remercie. Concernant la régie communale autonome, des questions? Non. Je vous remercie. Nous sommes au musée Charlier, qui continue à faire croître son patrimoine, et en particulier